Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée UML, première partie. Alors, avant d'entamer le menu de cette leçon-là, pour tout projet informatique d'envergure, il est indispensable de parler d'un langage commun qui permet de formaliser les besoins d'une part et les exigences de l'utilisateur, mais également aussi, et ce qui est très important, c'est de pouvoir trouver des solutions techniques envisagées par le développeur ou par les développeurs. Alors, ce langage commun, de ce langage dépend une certaine cohérence, une cohérence qui est très importante du produit fini. Alors, le secteur informatique a adopté l'UML. Alors, l'UML comme langage pivot, si vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est un langage qui est très complet, d'une part. C'est un langage qui reste orienté objet. Et c'est un langage qui est indépendant de tous les langages de programmation. Parce que les autres langages de programmation, ils servent à réaliser, bien sûr, ou à une réalisation effective du projet. Alors maintenant, l'UML devient un élément incontournable. Alors, durant cette leçon, on va expliquer un petit peu toutes les étapes pour pouvoir, bien sûr, travailler avec le langage UML. Alors, tout de suite, le menu. On va voir une introduction, le cycle de vie du software, et on va voir quelques éléments graphiques conceptuels, le use case, les aspects statiques, les diagrammes, et on commence avec le premier point, l'introduction. Alors, en principe, l'UML n'est pas une méthode de conception, mais bien au contraire. C'est une notation graphique. Alors, normalisée de présentation de certains concepts pour modéliser le système objet. Alors, en principe, en particulier, l'UML ne précise pas une suite ou dans quel ordre, comment vont être suivis, si vous voulez, et la conception et les différents diagrammes. C'est ça l'avantage par rapport à d'autres systèmes de conception, c'est-à-dire que vous pouvez travailler les diagrammes comme vous voulez et qui restent indépendants. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'UML? C'est un langage graphique par représentation et c'est un système qui reste orienté objet. En utilisant une notation commune, des graphes, des nœuds, des arcs, ainsi que des relations visuelles. C'est un langage qui est extensible, qui est indépendant du processus. Alors, on va voir maintenant le cycle de vie du software. Alors, vous, en tant que programmeur, et comme vous devez le savoir, une application ou un programme donné, il a bien un cycle de vie, c'est-à-dire depuis sa création, sa conception, si vous voulez, jusqu'à sa maintenance et jusqu'à la fin de ce programme-là. Alors maintenant, effectivement, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de conception et l'étape de programmation. Il y a parfois des étapes de programmation qui sont entamées bien avant l'étape de conception, et ainsi de suite. Alors, on va voir maintenant tout de suite un modèle en cascade. C'est-à-dire que, tout à fait au début, il y a un développement, donc on développe l'application, et c'est en développant l'application qu'on commence à analyser. C'est une chose qui est mauvaise en principe. On doit analyser d'abord avant de pouvoir programmer. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a peu de gens qui pensent à ça. C'est-à-dire qu'en principe, on doit penser tout d'abord à préparer un cahier de charge. Et puis, après avoir établi le cahier de charge, penser à l'analyser et sortir avec des éléments qui peuvent nous permettre de, bien sûr, entamer notre programmation. Donc, l'analyse reste une chose très importante qui doit être faite bien au préalable avant de pouvoir commencer la programmation. Alors, le développement, à partir du développement, donc, il y a l'analyse, il y a le projet, il y a la réalisation du projet, et puis le test. Mais malheureusement, il n'y a pas de feedback entre les étapes. Et c'est ce qui est très mauvais dans ce modèle-là. Alors, après avoir testé l'application, on la livre à l'usager, et après on commence à la maintenir. Et tout à fait à la fin, donc ou bien
on pense à la développer encore davantage pour la garder, ou bien elle devient obsolète et on pense à développer une autre application. Alors maintenant, vous avez l'évolution. C'est toujours en cascade, mais avec certaines itérations. C'est-à-dire que on commence par l'analyse d'abord. Et puis, on passe au projet. Mais au niveau de la deuxième phase, qui est le projet, on peut toujours réaffecter d'autres informations pour pouvoir réanalyser le projet correctement. C'est comme le cycle du management d'un projet, c'est-à-dire que au niveau de chaque étape, nous avons des états de sortie, si vous voulez, des sorties qui vont servir comme paramètres d'entrée pour le processus avant. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que au niveau du projet, si on a besoin de quelque chose ou si on a dû oublier des choses, automatiquement on les réinsère au niveau de l'analyse pour pouvoir encore concevoir un très bon projet. Et idem pour le passage du projet vers la réalisation. C'est-à-dire que vous passez en partie de réalisation et vous testez bien sûr vos outputs. Alors maintenant, si il s'avère que ça a été très bien fait, à ce moment-là, on passera à la phase suivante qui est le test. Sinon, bien sûr, on fait un retour d'information vers le projet pour pouvoir encore voir comment le réaliser correctement. Alors, voire même, parce qu'au niveau de la réalisation, on peut avoir des éléments qui vont nous servir à l'analyse. Donc, on peut à partir de la réalisation sortir avec des éléments qui doivent revenir à la première partie d'analyse et être analysés au préalable avant la réalisation. Après, on passe à la phase test et au niveau de la phase test, elle peut s'avérer positive comme elle peut représenter quelques problèmes. Alors ces quelques problèmes, on doit les analyser et revenir à la réalisation. Peut-être ces problèmes-là doivent nous faire bien sûr basculer vers la première étape, l'analyse ou le projet et ainsi de suite. Toujours est-il, il y a une certaine itération et une interactivité entre chaque étape du projet. L'analyse, on passe au projet, le projet on passe à la réalisation en pensant au sous-système avec lequel on doit travailler. De la réalisation, on passe au test, donc on fait des tests locaux avant de pouvoir les donner aux usagers. Une fois qu'on donne bien sûr l'application aux usagers, au client final, à ce moment-là, il reste une certaine maintenance à faire. Alors voilà ce qu'on appelle la constitution de prototype, c'est-à-dire que tout à fait au début, on prépare une version, ce qu'on appelle un prototype. Alors cette version, bien sûr, on prépare une deuxième version avec certaines remarques issues du projet ou de la réalisation ou des tests et ainsi de suite. Alors chaque fois, nous avons un prototype qui reste évolutif. Alors, on va voir maintenant l'enchaînement, si vous voulez, de toutes les étapes entre le début et les traitements. Bon, vous avez votre construction. Nous avons ici, bien sûr, vos objets. Donc, il y a les classes et les objets. Alors, les classes et les objets, automatiquement, on va créer des relations entre ces classes-là. Une fois que les relations sont créées, on passe au projet et à la réalisation et puis les tests. L'intégration, donc le fait de l'installer chez le client final, et puis les tests d'intégration. Et bien sûr, on fait revenir ça vers la construction aussi. Alors maintenant, si bien sûr vous avez besoin de faire des modifications, parfois il y a lieu de modifier les classes ainsi que les objets pour pouvoir revenir à ce cycle-là. Alors ici, bien sûr, vous avez un ensemble de morceaux développés, intégrés et livrés. Lorsque je parle de morceaux intégrés et livrés, c'est un ensemble de classes qui ont été développées ou de programmes qui ont été développés. Et du moment qu'on est orienté objet, donc il y a une certaine indépendance. Ça veut dire que vous pouvez travailler un programme à part et que vous pouvez éventuellement l'implémenter au niveau de notre programme. Java ou pas Java, c'est-à-dire que vous pouvez l'implémenter au niveau d'un programme Java, comme vous pouvez l'implémenter au niveau d'une page HTML, XML ou au niveau d'un autre langage. Et c'est ça l'avantage que vous avez lorsque vous travaillez avec une architecture orientée objet. Alors, UML, modèle des activités. Alors, au niveau de l'UML, vous avez certaines activités à faire et certaines étapes que vous devez suivre. Alors, ces étapes conduisent à la construction de plusieurs diagrammes qui vont vous permettre de pouvoir analyser le programme correctement avant, si vous voulez, le développement de l'application. Et ça, c'est très important. Alors, il y a maintenant plusieurs types de diagrammes. Vous avez le diagramme, bien sûr, de use case. Le diagramme des use case, c'est un diagramme qui va vous permettre de vous donner tous les scénarios
qui peuvent exister au niveau d'une transaction donnée. Vous avez les aspects statiques. Alors, au niveau des aspects statiques, il y a un diagramme de classe. Au niveau des aspects dynamiques, il y a un diagramme de states et un diagramme d'activité. Au niveau de la collaboration entre les objets, vous avez un diagramme de séquence ainsi qu'un diagramme de collaboration. Et puis, lorsqu'il s'agit des aspects physiques, cette fois-ci, à ce moment-là, on aura besoin de diagrammes de comportement et des diagrammes de déploiement. Le use case. Alors, scénario, c'est une séquence d'activités pour une interaction utilisateur-système. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs possibilités et plusieurs scénarios entre le système, si vous voulez, ainsi que les acteurs ou les utilisateurs du système. Alors, automatiquement, c'est la méthode use case qui est utilisée. Donc, on appelle ça le diagramme use case. Au niveau du diagramme use case, il faut montrer un petit peu tous les scénarios qui peuvent avoir lieu au niveau, bien sûr, d'une transaction donnée. Alors, dans un système gestion de restaurant, par exemple, on va prendre un scénario. Le client commande des plats, puis il paye avec la carte. Le système contrôle, bien sûr, la carte, et après, bien sûr, il y a plusieurs scénarios. Les scénarios qu'il y a, peut-être que la carte va être acceptée, peut-être que la carte va être rejetée, peut-être maintenant s'il y a une loterie, donc vous pouvez participer à la loterie, alors maintenant si votre carte apparaît comme numéro gagnant, vous pouvez gagner quelque chose, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs scénarios, donc c'est pour ça qu'on appelle ça, bien sûr, le use case. Alors vous pouvez avoir une carte refusée, ou acceptée. Vous pouvez avoir un client tiré au sort pour une prime si vous voulez. C'est-à-dire qu'une prime est octroyée au moment si vous êtes tiré au sort. Tout ça sont des scénarios, des alternatives. Alors, le use case, c'est un ensemble de scénarios liés par des fonctionnalités communes. Alors, le use case modeling, vous avez un acteur, celui qui interagit avec le système dans le cas humain, autre système. Alors, on va le voir ici dans un diagramme de use case. Vous avez un client avec son compte. Vous avez le manager avec son budget, avec les offres. Et vous avez le bailleur avec les risques que vous avez et une intervention entre le bailleur et les offres. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un diagramme de use case. Un diagramme de use case, c'est un diagramme qui représente tous les scénarios que vous pouvez avoir lors d'une transaction donnée. Alors, description, cas d'usage, payer l'addition au restaurant. Alors, on va voir les étapes maintenant. Tout à fait au début, donc, on commande un plat. On demande le paiement avec une carte de crédit. On fournit la carte de crédit. Il y a le contrôle de la carte de crédit. Il y a l'autorisation, si elle est autorisée ou pas autorisée. Et bien sûr, il y a la délivrance du reçu si la carte a été acceptée. Alors, les relations entre les use cases maintenant, si vous voulez, entre les scénarios. Il y a une certaine généralisation avec bien sûr les caractères include et extend. C'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes. Lorsque je parle de stéréotypes, et ça on l'a déjà expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait d'avoir plusieurs scénarios, ce qu'on appelle le stéréotype. Donc vous pouvez avoir un scénario, et ce scénario-là, donc c'est un ensemble d'étapes qu'il faut passer si vous voulez, et ainsi de suite. Alors, le stéréotype, le client, vous avez le compte, bien sûr, vous avez la carte, et vous avez l'extrait et l'extraction. Donc ça, c'est un stéréotype, si vous voulez, c'est un scénario parmi les scénarios qui peuvent arriver. Et bien sûr, vous avez le client avec un extrait tout à fait à la fin. Alors, toujours, entre les relations, entre les use cases, vous avez les includes. Vous avez des risques maintenant. Au niveau du bailleur, il y a un risque. C'est-à-dire que il y a une évaluation de la marchandise, il y a la partie offre, mais entre les includes que vous avez ici, vous allez pouvoir avoir aussi des risques. Alors, ces risques-là, si par exemple la carte est refusée, s'il n'y a pas assez d'argent, si vous voulez, de provision au niveau de votre compte, et ainsi de suite. Alors, use case modeling, donc
Analyste vers l'utilisateur, et puis vous avez la partie traitement qui va traiter toutes ces informations-là. Alors les stéréotypes, c'est un mécanisme d'extension du ML, créer de nouvelles constructions à partir de ceux qui existent. Alors, vous avez plusieurs scénarios, mais à partir de scénarios, vous pouvez créer d'autres scénarios. C'est ça l'avantage que vous avez. C'est-à-dire que vous avez le premier scénario, si la carte est refusée, donc vous passez vers un autre scénario, donc vous prenez en considération l'ancien et vous en créez un autre. C'est ce qu'on appelle des stéréotypes. Alors maintenant, bien sûr, vous avez au niveau des stéréotypes des interfaces complete, dynamiques, des extensions, des includes que vous pouvez bien sûr faire intervenir pour pouvoir gérer les scénarios que vous avez au niveau d'un projet donné. L'aspect statique ou les aspects statiques. Diagramme des classes. Ce sont des relations statiques entre les objets et les classes. Alors en principe, pour bien sûr les mouvements statiques, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un diagramme de classe. Un diagramme de classe, c'est-à-dire que c'est un diagramme où vont figurer les classes que vous avez, les différentes classes que vous avez, sinon les différents objets que vous avez, ainsi que les interactions qu'il y a entre ces classes-là et ces objets-là. Et ce diagramme est très utile au niveau de la préparation de votre programme. C'est-à-dire que le diagramme de classe va vous permettre aussi de créer les classes au niveau du langage de programmation. Et ça, c'est très important. Alors, association, je utilise PC, ce sont des associations entre, bien sûr, les classes. Les dérivations, Zniber est humain, par exemple. Les agrégations, c'est-à-dire phare, il fait partie de auto, et ainsi de suite. Alors, le diagramme de classe, ce sont des relations statiques entre objets avec des associations, des dérivations et des agrégations. Structure des objets. Donc, au niveau des objets, vous avez des attributs, l'état, si vous voulez. Vous avez des opérations, le comportement. Alors, on va le voir ici. Vous avez le nom, par exemple, d'un objet avec ses attributs et ses opérations. Les attributs, ce sont les variables d'instance. Visible, point, nom, type est égal, valeur par défaut. Donc, ce sont les variables. Alors, les opérations, ce sont les méthodes. Et ça, on l'a déjà vu auparavant au niveau de la leçon précédente. On a vu les classes et les composants d'une classe. C'est-à-dire qu'une classe est composée de données, de variables, ainsi que de méthodes. Et on le retrouve au niveau de l'UML. Vous voyez la cohérence maintenant qu'il y a entre, bien sûr, la notation graphique UML et bien sûr les langages de programmation qui sont orientés objets. Alors, les attributs, ce sont les variables d'instance visible, point, et ainsi de suite. Et les opérations que vous voyez ici, ce sont les méthodes qui sont visibles, liste par, type, et ainsi de suite. Les associations, cette fois-ci. Alors, lorsque je parle d'association, ça veut dire que vous avez des objets. Alors, des objets qui restent des instances de classe. Alors, vous avez le client avec les variables, avec les méthodes. Vous avez la commande avec les variables et les méthodes. Vous avez, par exemple, l'assemblage avec, bien sûr, les variables et les méthodes. Et vous avez les associations entre, bien sûr, les objets-là. Alors, entre client et commande, donc il y a une certaine multiplicité. Pourquoi? Parce que un client peut avoir plusieurs commandes. Et la même chose entre les commandes et les pièces, si vous voulez, et ainsi de suite. Alors, les contraintes, si vous voulez, ce sont les propriétés explicatives. Certaines établies utilisables, ordered par exemple, frozen, read only, qui n'est pas standard, abstract pour faire abstraction et pour ne choisir que les éléments dont vous avez besoin pour, bien sûr, votre programmation. Et sinon, il y a bien sûr d'autres méthodes que vous pouvez faire intervenir. Alors maintenant, la généralisation. Alors, vous voyez ici, on reprend les classes. Vous avez une classe client avec les variables et avec, bien sûr, les programmes, les petits programmes ou les procédures, ce qu'on appelle les méthodes, qui vont avec. Vous avez l'entreprise
avec bien sûr toutes les informations conçues, et bien sûr, vous avez des informations ou des itérations entre les classes que vous avez ici. Vous pouvez avoir multiples, si vous voulez, contacts entre les objets, comme vous pouvez avoir des objets à simple contact. Alors là, bien sûr, vous avez la dépendance d'une classe qu'on appelle la classe humain. Le diagramme d'objets. Donc, c'est une photographie des objets actifs à un moment donné. Parce que lorsque vous êtes orienté objet et lorsque vous voulez programmer, vous programmez au niveau d'un instant donné. Donc, au niveau d'un instant donné, quels sont les objets qui doivent intervenir? Et c'est ce qui est très important. Alors, vous avez par exemple le calculateur, une fenêtre et le cercle. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un programme qui va faire le calcul, si vous voulez, de l'aire ou du périmètre d'un cercle, si vous voulez. Alors, vous avez ici, bien sûr, des relations entre la fenêtre et le cercle, avec des attributs. Et bien sûr, vous avez l'analyse d'un autre point de vue. Donc, vous pouvez ajouter, il y a un moyen de déplacer et des attributs. C'est le plus important au niveau de ce diagramme-là. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité de passer des attributs entre le calculateur et le cercle pour pouvoir, bien sûr, avoir le résultat final qui est le calcul de l'aire ou du périphérique du cercle là. Et bien sûr, vous avez aussi une relation entre la fenêtre de dialogue, si vous voulez, du cercle et le calculateur. Les agrégations. Alors, vous avez votre polygone qui est là. Vous avez votre cercle qui reste une classe avec toutes les informations, les variables, ainsi que, bien sûr, les méthodes. Vous avez le style qui est entre les deux. Donc, vous avez une partie ici et vous avez le tout de cette manière-là. Et vous avez, bien sûr, le point ou les points ici avec, bien sûr, une certaine relation entre les deux, entre les polygones et les cercles. Ça s'appelle maintenant l'agrégation. Alors maintenant, effectivement, entre les polygones et le point, donc il y a une forte composition, alors qu'entre les polygones et ici, il y a une faible composition. Le diagramme des classes, les concepts avancés. Donc, programme objet avec scope de classe, instance, et les associations qualifiées. Il y a une certaine classification multiple et dynamique des éléments. Et puis, des classes d'association. Et l'interface est classe abstraite. Alors, la classification multiple et dynamique, on la voit ici au niveau de ce schéma-là. Vous avez la classe humain. Alors, la classe humain, à partir de ces classes, nous avons des sous-classes. Ingénieur, manager, salarié, si vous voulez, et ainsi de suite. Et à partir de là, vous avez des objets. Alors, des objets qui restent des instances de ces sous-classes-là. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir des informations discriminantes, incompatibles au niveau de votre diagramme. Mais il faut toujours les montrer pour pouvoir, bien sûr, pouvoir les prendre en considération au niveau de votre programmation finale. Alors, l'interface est classe abstraite. Alors, vous avez votre polygone pour le calcul d'aire, qui va dialoguer avec toutes les figures géométriques, parce qu'ils dépendent, parce qu'un polygone, c'est une figure géométrique. Et puis, vous avez bien sûr tout l'interfaçage, la fenêtre, l'interfaçage, et bien sûr, toutes les possibilités que vous avez. Parce qu'au niveau de l'UML, en principe, vous devez montrer, et on va en voir un exemple concret au niveau de la leçon suivante. C'est-à-dire que vous devez prendre en considération tout ce qui va se passer au niveau de la programmation, tant au niveau calcul qu'au niveau présentation. C'est-à-dire que nous voulons calculer une surface, par exemple, d'un cercle, alors toutes les étapes à suivre. Même les étapes, si vous voulez, de l'affichage, il faut les mentionner. Il va nous falloir un écran. Cet écran-là doit nous mentionner, il doit nous donner un message. Ce message avec des boutons. Et tout ceci, il faut le prendre en considération pour que votre programmation soit complète. Et enfin, vous avez bien sûr la fenêtre polygonale qui dépend bien sûr de la fenêtre d'interface, bien sûr avec laquelle l'utilisateur va dialoguer, et qui dépend bien sûr de la classe polygone qui elle-même est une sous-classe, si vous voulez, de la classe figure géométrique. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetu.